Il y a 6 mois, dans cette vidéo, je t'avais expliqué qu'il y aurait un choc de liquidité qui serait phénoménal sur Ether et que son prix pourrait exploser à la hausse. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on revoie ensemble ces indicateurs, comment ils ont évolué depuis ces 6 derniers mois et on va essayer de voir un peu ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Puisqu'il y a environ 6 mois, on avait un Ether qui était autour des 3400 $ et aujourd'hui, tu vois qu'on a un Ether autour des 4200 $. Donc tu vois que la première vidéo sur ce choc de liquidité avait été tournée le 15 janvier et là on va faire une mise à jour au 29 juillet. Le premier aspect c'était le choc monétaire puisqu'on avait vu que Ethereum était passé du Proof of Work au Proof of Stake et quand on était au Proof of Work on avait quasiment 15 000 Ethers qui étaient créés par jour et depuis qu'on est passé au Proof of Stake on a environ 70 000, 75 000 Ethers qui sont créés tous les 30 jours donc environ 2425 Ether créés par jour et donc ça nous avait amené à une réduction de la masse monétaire en Ether créé chaque jour d'environ 6 fois. Donc c'est quand même quelque chose déjà de colossal. Le deuxième point qu'on avait mis en évidence, c'est quand on regarde Etherscan, on peut voir qu'aujourd'hui on a environ 120 millions d'Ethers qui sont en circulation et on en avait déjà 66 millions qui étaient dans la Beacon Chain. Et on voit que ce montant, donc ce montant un peu staké, alors certains disent que le montant staké est autour des 30-33%. Moi quand je regarde la data sur la Beacon Chain, on arrive donc à environ 54%. Qu'est-ce qui fait la différence entre 54 et 30% au niveau du staking? Là pour le moment j'ai pas trop la réponse et sur ces 6 derniers mois j'ai trouvé aucune personne capable de me donner la réponse entre les 54% qu'on pourrait voir ici et les dashboards qui montrent qu'environ 30% de la supply, donc des tokens Ether sont stakés. Mais ce qu'on peut voir par contre, c'est que depuis janvier, tu peux voir qu'on était à environ 46% quand j'avais fait cette première vidéo le 15 janvier. On avait fait de nouveau un état des lieux le 23 avril que tu peux retrouver dans cette vidéo. J'essaie de ne pas me répéter. Et si maintenant on refait un état des lieux 3 mois plus tard, tu peux voir que la partie qui devient un peu plus illiquide continue à augmenter. Le troisième point qu'on avait vu à l'époque, c'était le FUD sur Solana. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on disait que Ethereum à l'époque n'était pas scalable, que les frais étaient trop chers, qu'une fois que les frais n'étaient pas chers, Ethereum ne générait pas un revenu et donc c'était un mauvais modèle économique. Solana surfait sur deux narratives, les mêmes coins et l'IA. Et c'est ce que je te disais, pour moi ces deux narratives vont commencer à s'essouffler pour retourner sur des choses un peu plus palpables, comme des protocoles qui permettent de se connecter au monde réel, ce qu'on appelle les RWA, des protocoles qui commencent à réellement générer du revenu et des protocoles qui commencent à mettre en place du buyback. Donc si on regarde par rapport à ma première vidéo d'il y a 6 mois, donc on voit que Solana à partir du 15 janvier avait encore fait une petite hausse par rapport à Ether d'environ 12%. On voit que ça a été quasiment flat jusqu'à mi-mai 2025, mais tu vois que depuis mi-mai 2025, la nouvelle narrative semble prendre pour la narrative d'Ether. Également, ce qui pouvait faire augmenter un peu le prix du Solana, c'était le fameux ETF qui pourrait être approuvé. Et là, si on regarde un peu les inflows sur le démarrage de l'ETF Solana, qui a démarré environ le 23 juillet 2025, on voit que c'est plutôt pour le moment timoré, avec 141 millions qui se sont déversés dans cette ETF. Également, on ne va pas s'enflammer puisque au démarrage de l'ETF Ethereum, on était même sur des outflows, donc des sorties d'argent. On peut voir que le premier mois, on a eu moins 483 millions. Le deuxième mois, on a eu encore moins 46 millions. Et on avait commencé justement à avoir un démarrage au bout d'un trimestre. Donc on verra justement si dans les prochains mois, la narrative pourrait revenir sur Solana. Également, une nouvelle narrative qui se met en place justement sur Ethereum, c'est vraiment tout ce qui est relier le monde réel. Donc on peut le voir déjà avec les institutionnels qui commencent à prendre part à Ethereum. On va rentrer plus en détail dans cette vidéo à ce sujet-là. Mais on a les fameux ETF qui ont commencé vraiment à décoller justement depuis mi-mai 2025. Ça correspond en fait à peu près au décrochage de ce graphe par rapport à Solana et je pense que ça peut continuer à s'intensifier dans les prochains mois, ce côté institutionnel. Pourquoi? Puisqu'on a eu par exemple l'entrée en bourse de Circle qui a été vraiment un gros FOMO ou une grosse réussite on va dire, puisqu'on avait eu une entrée en bourse à environ 45-60 $ et on a fait un pic quasiment jusqu'à 300 $ et aujourd'hui maintenant on est quasiment sur un x3 par rapport à l'entrée en bourse et aujourd'hui Circle c'était l'émetteur du stablecoin USDC et donc il y a un vrai engouement
autour aujourd'hui des stablecoins. Et on peut le voir également avec les dernières lois qui sont passées, avec le Genius Act qui a été passé de mémoire début juillet 2025, mi-juillet 2025. Et aujourd'hui, on peut voir que par exemple 50% des stablecoins se trouvent sur la blockchain Ethereum. Et si on combine ça avec tous les layers 2, je pense qu'on arrive quasiment aux 2/3. Et donc ça, encore une fois, ça permet à des personnes de pitcher un peu Ethereum pour des institutionnels. Également, sur l'argument qu'Ethereum n'était pas scalable, on va faire un point tout de suite sur les block fees, mais également on voit que la taille des blocs sur Ethereum augmente, ce qui permet de faire passer plus de transactions par bloc et donc d'augmenter la scalabilité d'Ethereum. On peut voir qu'encore en ce début d'année 2025, on était à 30 millions de gaz limite par bloc, on était passé à 36 millions et aujourd'hui on est même passé maintenant à 45 millions et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur des plus hauts en termes de nombre de transactions sur Ethereum chaque jour et pourtant on peut le voir que dans le même temps on a des frais de transaction. Si ça ne veut pas s'ouvrir, peut-être que là ça va vouloir s'ouvrir, mais voilà, on a des frais de transaction qui sont vraiment très faibles dans le même temps. Si on passe maintenant sur les block fees, je vous avais dit justement dans mon update, dans ma mise à jour d'avril, que j'étais plutôt déçu par le lancement de Ink, la blockchain de Kraken, et le programme d'incentive de ZK Sync. Et on peut voir par exemple sur les 30 derniers jours que le nombre d'Ethers brûlés était assez faible pour plusieurs raisons, puisque 1, on a augmenté la taille des blocs, donc on peut faire passer plus de transactions dans un même bloc. 2, on a doublé le nombre de blobs par bloc, donc on est passé de 3 à 6, on va y revenir juste après. Et 3, c'est que par exemple, des applications comme Uniswap ont développé leur propre blockchain comme Unichain, et donc maintenant on a aussi beaucoup de volume qui se fait directement sur Unichain au lieu d'Ethereum. Et donc si maintenant on se focalise sur le nombre de blobs utilisés par bloc, on peut voir justement qu'à partir de novembre 2024, on avait utilisé un peu ce plafond de 3 blobs par bloc avant que les frais explosent si on dépassait les 3 blobs pour avoir un maximum à 6 blobs. Et donc là on peut voir que depuis la mise à jour qui a eu lieu quasiment début mai 2025, maintenant on peut voir qu'on peut monter jusqu'à 9 blobs par bloc et ça commence à coûter extrêmement cher quand on se rapproche des 6 blobs. Donc là on peut voir qu'on a commencé à atteindre les 4, 4,5 et donc je suis persuadé que quand on va retourner, s'il y a une excitation un peu sur les marchés, qu'il y a de plus en plus de transactions, quand on va retourner autour des 6 blobs, on va commencer de nouveau à rebrûler pas mal d'Ether si on n'arrive pas à réaugmenter tout de suite le nombre de blobs par bloc. Donc ça, c'était le premier point. On peut voir encore une fois que Coinbase est toujours assez omniprésent, mais on peut voir que par exemple des blockchains comme Unichain, des blockchains comme Abstract commencent à prendre quelques points en part de marché. Et on voit que par exemple la blockchain Inc représente simplement 1,2% des blobs. Donc pour le moment, c'est assez faible, mais peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va avoir un afflux de liquidités sur la blockchain Inc, puisqu'ils ont prévu de lancer un marché capitaux sur blockchain qui utiliserait la technologie de AAV. Et pour ça, ils ont annoncé le lancement de leur token Inc. Et donc peut-être qu'ils vont aller chercher de la liquidité en échange de token Inc. Et nous, on aura potentiellement des rendements assez intéressants à aller chercher sur cette blockchain. Et donc s'il y a de la liquidité, s'il y a de plus en plus de transactions, Inc. va commencer à remplir de plus en plus de blobs dans les prochains jours. Et donc ça nous aidera à atteindre plus rapidement les fameux 6 blobs par bloc. On voit également que le nombre de transactions sur la blockchain Inc semble croître de semaine en semaine. Et donc si en plus de ça, on a des incentives en token, ça pourrait que augmenter dans les prochains mois. Je vous avais également dit que j'étais plutôt déçu également sur l'activité que pouvait avoir la blockchain Linea. Linea a été propulsée par l'entreprise Consensus qui a également le wallet MetaMask et on pourrait également avoir des bonnes nouvelles sur Linea dans les prochaines semaines et prochains mois puisque Linea veut s'aligner avec Ethereum en donnant déjà de mémoire plus de 85% de la supply de ces tokens à l'écosystème avec 10% pour les premiers utilisateurs et contributeurs, donc peut-être ceux qui ont apporté de la liquidité. Si c'est votre cas, peut-être que vous allez toucher un airdrop et 75% également pour plutôt l'écosystème et peut-être un peu les applications et 15% pour Consensus. Et l'autre mécanisme qui peut être très intéressant, c'est que 20% des gas fees, donc des frais de transaction, vont être utilisés pour brûler de l'Ether et 80% vont être utilisés tout simplement pour réduire la supply, donc la quantité de Linea
en circulation. Également, un autre point intéressant pour Linea, c'est une synergie qui pourrait avoir lieu entre Linea et Sharplink Gaming. Reste bien avec moi, on va voir ça juste en vidéo juste après. Et si par exemple on faisait une simulation de combien ça pourrait représenter 20% d'Ether brûlés, si par exemple Linea arrivait à avoir la même activité que la blockchain Base de Coinbase, on peut voir qu'aujourd'hui les frais générés par Coinbase sont autour des 2500-2000 Ether par mois, et donc 2000 Ethers x 20%, on brûlerait quasiment 400 Ethers par mois. Et donc quand tout le monde commencera à vous parler de on brûle 400 Ethers grâce à Linea, c'est super bullish, c'est super prometteur pour Ethereum, faites attention encore une fois à toutes ces promesses marketing, puisqu'on a vu quand même que tous les mois on avait 70 000 Ethers qui sont créés, et donc 400 Ethers brûlés par rapport à 70 000 Ethers créés tous les mois, c'est quasiment une petite goutte d'eau dans l'océan. Avant de continuer, si vous voulez qu'on fasse le point sur votre stratégie globale financière, vous pouvez toujours aller sur mon site www.valoris.fr, regarder cette petite vidéo, et aujourd'hui je peux vous accompagner sur des stratégies qui mêlent à la fois la finance traditionnelle et à la fois la finance décentralisée, la crypto. Donc là, on a vu les différents catalyseurs qui permettent d'avoir ce choc de liquidité et justement les différents catalyseurs qui pourraient venir potentiellement réduire l'émission d'Ether dans les prochains mois. Mais le principal catalyseur que j'avais énoncé en janvier, c'était potentiellement les inflows, donc les entrées d'argent dans l'ETF d'Ethereum. Pourquoi ? Puisque au 31/12/2024, on avait quasiment 3 500 000 Ethers qui étaient dans les ETF. Et on peut voir qu'au moment où on a eu les fameux tarifs douaniers et les différentes guerres, on a vu même que ce nombre d'Ethers avait légèrement diminué entre le début de l'année 2025 et le milieu du deuxième trimestre. Mais on peut voir qu'on a de nouveau une accélération des collectes au niveau des ETF Ethereum, puisqu'en 3 mois, on a quasiment collecté plus de 2 millions d'Ethers, ce qui représente quasiment 2% de la quantité totale d'Ethereum en circulation. C'est ça qui va amener un choc de liquidité. Et par contre, ce que je n'avais pas vu venir en janvier, c'est tout simplement des sociétés qui allaient copier-coller la stratégie de MicroStrategy sur le Bitcoin, c'est-à-dire des sociétés qui ont comme seul but de commencer à collecter, à investir, à acheter des ETH. Et donc là, depuis mi-avril 2025, on peut voir qu'on a certaines sociétés qui commencent à acheter de l'ETH, et à fin juillet, même début août, si on regarde maintenant, on avait quasiment 6 millions maintenant d'Ethers qui sont rentrés dans les ETF et plus de 3 millions qui ont été achetés par des sociétés qui ont pour seule mission d'acheter de l'ETH et d'augmenter le nombre d'ETH par action. Et donc là, les principales, ça va être justement BitMine qui a aujourd'hui acquis plus de 1,2 million d'Ethers. Donc 1,2 million sur 120 millions, ça représente 1% de tous les Ethers en circulation. Après, on a la fameuse société Sharplink Gaming qui est dans l'écosystème de Consensus, qui est dans l'écosystème de Linea, qui est dans l'écosystème de MetaMask. Et donc, par exemple, si Sharplink Gaming amenait ses 600 000 Ethers, donc environ 2,5 milliards directement sur la blockchain Linea, ça permettrait de booster directement l'écosystème, d'amener des liquidités, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Puis après, on a d'autres sociétés derrière avec par exemple The Ether Machine avec 350 000 Ethers et Bit Digital avec 120 000 Ethers, et donc ça amène un nouveau choc de liquidité sur le marché. Et par exemple, BitMine a annoncé vouloir acheter 5% des Ethers en circulation, donc ça représente environ 6 millions d'ETH. Et donc, la crise de liquidité que je t'annonçais en ce début d'année 2025, maintenant tu as tous les influenceurs sur Twitter qui commencent à reprendre ceci, puisqu'ils te disent que depuis The Merge, on a eu 416 000 Ethers qui ont été créés, on a eu 1,2 million d'Ethers qui ont été acquis par justement les sociétés qui ont comme seul objectif d'accumuler de l'Ether, qu'on a 5,8 millions qui ont été achetés justement par les ETF et qu'on a eu 2 millions d'ETH qui ont été brûlés, et donc ils te parlent de crise de liquidité. Et maintenant tu as des influenceurs bien connus sur Twitter qui te rabâchent tous les jours cette fameuse crise de liquidité. Donc il faudra faire très attention quand le marché va commencer à se retourner, quand on va voir que potentiellement
les ETF arrêtent par exemple de collecter des nouveaux ETH, quand on va voir que ces sociétés finalement arrêtent de commencer à acheter des nouveaux ETH. Également, à la différence de MicroStrategy qui avait donc cette stratégie d'accumuler du Bitcoin, aujourd'hui, les personnes qui commencent à accumuler l'Ether vont pouvoir aller jouer sur d'autres leviers pour aller chercher plus de revenus et donc accroître le nombre d'Ether par action en utilisant cette fois-ci la DeFi et la finance décentralisée. On peut voir par exemple que le CEO de BTCS qui a aujourd'hui environ 70 000 Ether, qu'est-ce que lui fait pour augmenter le nombre d'Ether par action? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la finance décentralisée pour utiliser l'effet de levier. Donc par exemple, il va déposer 100 millions de stake Ether qui vont rapporter 3%. Donc à 3%, ça va lui amener environ 3 millions de revenus par an. Il va déposer ses stake Ether par exemple sur Aave. Une fois qu'il a déposé ses stake Ether, il va emprunter pour 30 millions de dollars d'USDT. Aujourd'hui sur Aave, tu vas payer environ en taux d'intérêt de 5%, donc ça va lui coûter environ 1,5 million en intérêt. Et avec ces 30 millions d'USDT, il va racheter des ETH et il va de nouveau les staker sur Aave, et là on était sur un revenu environ de 4%, et donc il va de nouveau avoir un revenu sur ces ETH déposés sur Aave de 1,2 million par an. Et donc on peut voir que par cette stratégie là, il augmente un petit peu son exposition à Ether en prenant un peu de levier, et également il a un revenu qui est plutôt positif. Et c'est pour ça que pour moi le prochain projet qui pourrait tirer son épingle du jeu, c'est Aave. Je t'avais déjà fait une vidéo qui t'expliquait pourquoi dans les prochains mois Aave pourrait tirer son épingle du jeu. Il y a environ 8 mois, je t'invite à regarder cette vidéo. Mais aujourd'hui, donc on a des institutionnels qui viennent déposer de l'argent. On a Umbrella maintenant qui est actif. On devrait avoir la V4 qui devrait sortir sur la fin de ce trimestre ou sur le dernier trimestre de l'année. On voit des synergies qui sont en train de se faire, par exemple avec Ethena, qui est aujourd'hui le 4e plus gros stablecoin de l'écosystème, avec une croissance quasiment qui a doublé juste sur un mois, grâce à la synergie entre Ethena et son stablecoin, le USDE et le SUSDE, et Aave qui permet d'aller jouer le fameux spread des taux, que je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et également, on a aujourd'hui, tu vois, quasiment 150 milliards dans la finance décentralisée. On a Aave qui représente aujourd'hui 38 milliards, donc qui représente quasiment à lui tout seul 25% de toute la finance décentralisée. Et si on regarde la TVL justement depuis la fin un peu de cette guerre sur les tarifs douaniers, on voit que la TVL a quasiment fait 1 x 2. Bien sûr, le prix des cryptos, ils sont pour quelque chose, donc la remontée de l'Ether y est pour quelque chose. Et encore une fois, aujourd'hui, maintenant, Aave, je pense que ça je te l'avais déjà montré, a déjà racheté plus de 73 000 Aave grâce à son programme de buyback. Le token GHO a une belle croissance puisque je crois qu'on a passé les 300 millions. Maintenant, on est même à 336 millions avec des intégrations sur des échanges centralisés comme le premier en date de mémoire, c'est BitGet. Donc tu vois, on voit vraiment une croissance qui est assez linéaire et assez constante. Ça fait plaisir à voir. Et également sur les performances un petit peu au niveau de la trésorerie, on voit que tu vois, ils ont un programme de buyback en place et pourtant la trésorerie continue à augmenter, bien sûr grâce aussi à la prise en valeur de certaines cryptos, mais on peut voir également que le revenu également, on est de nouveau quasiment sur des plus hauts par rapport à ce qu'on avait connu en décembre 2025. Tu vois qu'on était plutôt à autour des janvier-décembre, on était autour des 400-500 000 dollars. Et là, tu vois qu'on avait connu une petite baisse jusqu'à justement la fin des tarifs douaniers. Et donc là, maintenant, on remonte quasiment au plus haut. Et donc, je suis persuadé que dans les prochains mois, beaucoup plus de personnes vont commencer à utiliser Aave parce que c'est utilisé par institutionnels. Ça va pouvoir jouer le spread des taux. On a un programme de buyback. Ils sont en train de lancer le projet Horizon et la V4 et tout ce que je t'ai expliqué par la suite. Par contre, il va falloir être vigilant parce que la narrative peut changer du jour au lendemain. On l'a bien vu entre Solana et Ethereum. En moins d'un trimestre, tout le monde te disait que Solana, ça va être le champion et maintenant c'est Ethereum. Et bien sûr, dans 3 mois, ça pourrait être de nouveau l'inverse. Donc, il faudra être vigilant. La première chose où moi je vais être vigilant, c'est justement le nombre d'Ethers qui veulent rentrer pour être stakés ou au contraire être déstakés. Donc là, tu peux voir qu'on a eu un gros pic de personnes qui voulaient déstaker leur Ether autour de juillet 2025. On a eu quasiment 743 000 Ethers qui ont voulu être
déstaker. Donc là, on est sur une queue environ encore de 8 jours pour déstaker les 500 000 Ethers restants. Et donc ça, c'est potentiellement des gens qui stakent leurs Ethers depuis plusieurs années. Et quand ils ont vu le prix augmenter fortement, ils se sont dit qu'on va commencer à les déstaker pour pouvoir les vendre. Donc là, potentiellement, on va avoir 500 000, 600 000, 700 000 Ethers qui vont être une pression vendeuse dans les prochains mois. Mais on a vu qu'aujourd'hui, il y a une telle pression acheteuse sur les ETF et sur les entreprises qui ont comme mission d'acheter de l'Ether. Je te l'ai dit par exemple que Bitmain voulait acheter encore quasiment 4-5 millions d'Ether à lui tout seul. Donc on pourrait avoir encore une grosse pression acheteuse. Donc ça, c'est le premier point. Voir un peu ce qui va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines au niveau du staking. Le deuxième point, c'est qu'on va monitorer, on va regarder avec attention si on a toujours des flux entrants dans les ETF et dans ces entreprises qui veulent accumuler de l'Ether. Et moi, dès que je vais repérer que les flux vont commencer à être plus faibles, voire on va avoir par exemple des prises de profit avec des sorties d'argent sur les ETF Ether, je vais commencer également à vendre. Et ce qu'il faudra également regarder, ce qu'on a parlé également dans cette vidéo où on avait fait le point il y a 3 mois, que tu peux retrouver juste ici, il faudra regarder un peu également comment se comporte la masse monétaire M2 et également il faudra regarder, comme je te le disais dans cette vidéo, un peu quelles vont être la politique des taux aux États-Unis, puisque si on a une baisse des taux, on va avoir encore potentiellement des liquidités qui vont s'ajouter dans le système. Comme on va avoir potentiellement une baisse des taux dans la finance traditionnelle, peut-être certaines personnes vont vouloir aller chercher du 5, 6, 7% sur AAV par exemple dans la finance décentralisée. Et donc, on aurait ce fameux spread des taux. Et au moment où on a ce spread des taux, moi également, je vais commencer à vendre, puisque pour moi, on aura joué le dernier move sur ce marché aussi. Écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner. Et si tu souhaites qu'on fasse un point sur ta situation, tu peux toujours prendre un rendez-vous directement sur mon site internet www.valoris.fr.